Vous êtes un collectionneur. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Collection de collectionneurs. Je vais dire un mot sur comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés parce que vous êtes venus à une exposition de ma galerie, dans les Fleurs nous sauvent, qui s'appelait Eros, Rose, Osée. Je vous y avais convié sur la suggestion d'amis communs qui m'avaient dit que vous étiez un très grand collectionneur d'art érotique. Je vous remercie de vous prêter à ce jeu. Et puis, je vais commencer par vous faire réagir à une citation de Pierre Le Tan. Vous venez de me dire que vous l'avez bien connu, donc ça tombe bien. Donc, il nous dit, dans un savoureux petit opuscule, « J'ai possédé, je peux le dire, des milliers d'objets. Même si aujourd'hui, la plupart ne sont que des souvenirs, je continue à chercher, à trouver, à acquérir. L'acquisition étant pour une raison mystérieuse, l'acte le plus important, comme celui du joueur qui lance un dé. » Et bien sûr, je vais vous demander, chercher, trouver, acquérir, où réside pour vous la plus grande excitation ? Chercher, trouver, acquérir, c'est la même chose. C'est différentes manières de dire la même chose. C'est la Chine, ce qu'on appelle la Chine. La différence essentielle qu'il y a entre Pierre Le Tan et moi, c'est que lui, il cherchait, trouvait et acquérait pour revendre. Il était essentiellement marchand, bien qu'il eût beaucoup d'autres talents, dont un crayon extraordinaire. Mais à la différence de Le Tan, moi, je vends pas. Moi, j'accumule, souvent de très, très mauvaises manières, c'est-à-dire, comme me disait un de mes amis, Brock aussi, quand on part à la pêche, on ne peut pas revenir la gibecière vide. Alors, la pêche et la gibecière, c'est pas ça, mais le panier à crevettes ne peut pas être vide. Donc, on achète n'importe quoi pour ne pas revenir les mains vides. Et ça, c'est une très, très mauvaise manière de travailler, enfin de collectionner. Et ma femme, depuis des années, me dit « Only museum quality ». Elle n'a pas tort, parce qu'il se trouve que je prête à beaucoup d'institutions pour les expos, et que je suis assez fier de me dire qu'il y a plein d'organismes en Europe, en tout cas, qui me demandent de prêter pour des expositions autour du surréalisme. Parce que ma collection n'est pas que de la pornographie, mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui s'élèvent un peu au-dessus de la pornographie. Alors, je sais que vous trouvez que cette question est un peu banale, mais j'aimerais quand même savoir comment l'histoire a commencé. Ah ben alors, comme je vous disais, déjà tout petit, je regardais par le trou de la serrure mes parents dans leur chambre. Mais c'est pas vrai. Mais l'histoire a commencé réellement, parce que maintenant qu'on se connaît bien, je peux tout vous raconter. Au lycée, on s'échangeait des revues qui s'appelaient Folie de Paris Hollywood, qui étaient des revues de photos de femmes nues, qui avaient une particularité, c'est qu'elles avaient de jolies poitrines et pas de sexe. Les photos des modèles étaient retouchées à l'aérographe. Donc moi, pendant toute ma jeunesse, je savais pas que les femmes avaient quelque part un sexe. C'est très curieux d'ailleurs, que j'ai mis très longtemps à comprendre. Il ne faut pas oublier qu'on était dans les années 40, et qu'on ne parlait pas de ça à la maison. Et donc, je collectionnais les par Hollywood, et puis un jour, un ami me dit, tu sais, tu peux en trouver chez tel marchand de journaux, à tel endroit de l'avenue de Neuilly. Alors j'y suis allé en bus, et je demande... non, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. Si, enfin, j'y suis allé pour trouver ce magazine, mais en même temps, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait une encyclopédie des auteurs, ou un truc dans ce goût-là, en 4 volumes, ça s'appelait Encyclopédie de la littérature, ou une chose comme ça. Et j'avais relevé là-dedans qu'il y avait des auteurs qui s'appelaient Sade, qui s'appelaient Diderot, qui s'appelaient, aujourd'hui je ne sais plus trop quoi, ils sont devenus de la littérature commune. Et donc je demande au marchand, est-ce que vous avez des livres écrits par Sade ? Et il me dit non, bien sûr. Et il y avait là un bonhomme, c'est une caricature de film, un Corse qui avait le costume marron à rayures, les chaussures pointues, le chapeau incliné sur l'œil, et qui me dit, oh, petit, tu cherches les choses un peu comme ça ? Je dis, oui, monsieur, viens avec moi. Alors il me fait sortir de la boutique, il me fait monter dans sa voiture une 15 Citroën, à côté de lui, j'en menais pas large, il ouvre la boîte à gants, je lui dis, ça y est, il va sortir un flingue. Non, il me sort un livre qui a été le premier livre de ma collection, qui s'appelait Clayton's College, qui est un chef-d'œuvre, qui est d'abord très bien écrit, qui est terriblement érotique et qui est illustré de 12 dessins, dont le moindre d'entre eux engendre chez le jeune homme que j'étais, et même plus tard chez l'adulte, des réactions
comment les appelle-t-on? Je vous demande le mot. Positive. Très positive, oui. Et donc, alors, c'était 25 francs. Elle me dit, tu mets 25 francs, là, moi, je te le vends pas, j'ai pas le droit. Mais si tu me mets 25 francs sur la banquette, tu peux partir avec. Et voilà comment j'ai vraiment acheté mon premier livre érotique. Porno. Et alors, ensuite? Ensuite, j'en ai trouvé d'autres. Ensuite, je me suis D'autres livres? Oui, il n'y a pas d'autres bandits corses. Et puis, j'ai trouvé d'autres libraires qui en vendaient. Et surtout, je me suis aperçu que c'était des livres qui étaient très agréables à lire à deux. Et donc, j'étais pas vraiment un coureur parce que j'avais trouvé une copine avec qui je suis resté très longtemps, à partir de 18 ans. Et on lisait ça ensemble, c'était très bien. Et justement, comment elle s'est développée? Vous diriez, est-ce qu'il y a eu des étapes? Oui. Alors au début, je trouvais des livres. Il y avait en particulier une libraire de Saint-Tropez qui s'appelait Madame Gerstel, qui vendait sous le manteau des choses incroyables. Et dès que j'arrivais là-bas, parce que mes parents y avaient été, je courais chez Madame Gerstel. Vous avez des trucs pour moi? Alors je sortais de là avec des merveilles. Et puis finalement, je me suis amusé et je me suis dit, bon, les livres, c'est toujours des choses, c'est des reproductions. Donc j'ai cherché des originaux. Et puis donc je me suis mis à acheter des gravures, des dessins, de la peinture, et puis des objets, et puis ça a commencé comme ça. Et j'étais assez gourmand. J'ai l'impression qu'il y a une pendule, parce que je ne la vois pas, mais je l'entends. Vous n'êtes pas la seule à ne pas l'avoir vue. Moi, quand je l'ai acheté, je ne la voyais pas. Alors, je vais vous la montrer après. Et donc, je me trouvais à un déballage à Chatou. Et un de mes amis, parce que quand même heureusement que j'ai des relations, me dit « Est-ce que tu as vu la pendule érotique là-bas ?» Je dis « Non, je passais devant. » « Mais retourne-y, elle est formidable. » Donc, je vais 2-3 stands plus loin, je rentre, je regarde, je vois rien. Je vois pas de pendule érotique. Et quand on chine, il vaut mieux ne pas dire au vendeur à l'avance ce qu'on cherche. Il faut dire, oh, c'est quoi ce machin là, c'est bien ça. Et ça évite que le prix double. Mais là, j'étais obligé, je voyais pas la pendule. Alors je lui dis, mais un de mes amis m'a dit que vous aviez une pendule érotique. Il dit, oui, elle est devant vous. Je voyais toujours pas. C'est une comptoise. Vous savez c'est qu'une comptoise? La comptoise, c'est ça, c'est la grande pendule qui était dans les fermes qui venaient de Franche-Comté à l'origine, mais qui en fait ont été faites partout. C'est une comptoise dont le balancier est orné d'un automate, enfin d'une sorte de chose qui bouge à mesure que le balancier va à droite et à gauche. Et le sujet, c'est le mari qui sort de la botte de paille, de la botte de foin, avec sa fourche à la main, pour surprendre les amoureux qui sont en train de faire des choses. Et ce qui est formidable dans cette comptoise, c'est que elle a été fabriquée par le même artisan en haut et en bas. Je m'explique. Dans les comptoises, il y a toujours autour du cadran, donc en haut, une scène, soit en métal embossé, soit simplement peinte, et sur le balancier, à la base du balancier ou sur le corps du balancier, il y a également une scène. Et dans le cas particulier qui nous intéresse, les deux pièces ont été faites par le même artisan. Et ce sont les mêmes personnages. C'est-à-dire que dans le haut, on voit le jeune couple qui danse, et en bas, ils sont en train de faire autre chose. Ce qui me fait penser que c'est peut-être pas le mari, c'est peut-être le père qui surgit avec sa fourche. Et dans la plupart des objets à secret, la partie non érotique n'est pas de la même main que la partie érotique. Je devrais dire le contraire. La partie érotique était faite après la partie non érotique. Vous savez, il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup d'objets à transformation. Ces objets à transformation, ils ont un aspect neutre à un moment, et puis quand on ouvre, on voit autre chose à l'intérieur. Très, très souvent, c'est pas la même main qui a fait les deux. Et bien là, c'est la même main. Je vais revenir sur le premier point que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que collectionner? Moi, je me rends compte que pendant la plus grande partie de ma pratique de collectionneur, je collectionnais le sujet. Et à ce titre, j'ai acheté beaucoup de choses sans intérêt, parce que le sujet m'amusait. J'ai jamais collectionné pour le nom de l'artiste. Et ça, c'est une erreur majeure, parce que
si on veut laisser quelque chose, une trace de ce qu'on collectionne, aujourd'hui, il n'y a que le nom qui compte. Si un objet ou une pièce n'est pas signé, personne n'en veut plus. Il y a une étude qui est parue qui disait que on essayait de voir quels étaient les gens qui étaient le moins susceptibles d'avoir une dépression. Et en fait, en 1, c'était les chasseurs, et en 2, c'était les collectionneurs. Et Maurice Reims fait un parallèle d'ailleurs entre les chasseurs et les collectionneurs. Et alors vous direz, vous, que ça agit en antidépresseur. Bien entendu. J'avais un très très bon ami psychanalyste, et on parlait beaucoup de notre obsession. Il était aussi collectionneur, on collectionnait les mêmes choses. Et on parlait beaucoup de nos obsessions de collectionneurs. Et ce qui est curieux, alors est-ce que j'en dis trop là? Et moi, je veux que vous creusiez un peu, si vous voulez bien, ce principe de consolation ou d'antidépression. Comment ça fonctionnait? Est-ce que, par exemple, à des moments, vous vous isoliez complètement pour être seul en relation avec votre collection? Ou est-ce que ça vos ressources? Ça, j'ai pas besoin d'être seul en relation, puisque j'aime, c'est la partager. C'est beaucoup plus. C'est pas du tout fait pour vivre cloîtré avec. Est-ce que ça engendre plus de joie que de peine? Ça, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas si le plaisir d'acquérir est équivalent à la frustration de ne pas avoir pu. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on se souvient plus, enfin, je me souviens beaucoup plus facilement de ce que j'ai pas eu que de ce que j'ai acheté. Ça, c'est clair. Une fois que c'est acheté, c'est fini, c'est dans un coin, on range. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je sais pas les retrouver, je sais pas où c'est. J'ai une collection gigantesque et tout ça s'est mélangé. J'ai une partie de ma collection qui est classée et j'ai une grande partie qui n'est pas classée. Et en même temps, comme vous le disiez, vous faites plutôt partie des collectionneurs vitrines, c'est-à-dire que vous vivez dans votre collection. Ah oui, elle n'est pas au coffre. Non, et elle n'est pas, en effet, dans des pièces fermées, inaccessibles. Oh, pour une grande partie, si. Si. Oh, là, ce que vous voyez, avouez qu'on peut emmener tout le monde ici. C'est assez convenable. Il y a des tableaux surréalistes au mur, il y a de l'art brut, il y a mon ami, dont je ne dis pas le nom, parce que sinon on saura qui je suis, qui a fait ça et qui a fait le grand tableau de l'entrée. Il y a des Clovis Trouille, il y a plein de choses amusantes. Mais c'est parfaitement convenable. Et dans cette recherche, quel est le type de choses qui vous émeut le plus? Parce que j'imagine que dans l'art érotique, il y a beaucoup de curiosité. J'ai vu dans pas mal de livres des objets, des curiosités. Ou alors est-ce que c'est quand même très pictural? Est-ce que c'était plutôt ça que vous recherchiez? C'est-à-dire que chercher, vous avez quand même une orientation. Vous dites qu'il ne faut pas revenir les mains vides, mais vous avez quand même envie de trouver des choses. Donc quelle est la chasse qui vous intéresse le plus? Bon, que je collectionne depuis 60 ans. À l'époque, quand j'ai commencé, ce qui était fascinant, c'est que c'était interdit. C'était interdit à l'affichage, c'était interdit aux mineurs. J'étais plus mineur, mais c'était caché. Donc, il fallait trouver chez les marchands des choses cachées. Et puis, il y a eu les ventes Michel Simon Perfit qui ont ouvert la porte à permettre la reconnaissance d'art érotique non caché. Ça a été des moments formidables. Et comme c'était une nouveauté qu'on puisse proposer au public des choses érotiques officiellement, ça fait que les prix se sont envolés. Et il y a des œuvres que j'ai pu acheter dans les ventes de Michel Simon ou Perfit. D'ailleurs, non, chez Perfit, vous voulez que je vous dise, j'ai rien acheté tellement c'était cher. Je suis allé à la vente des livres de Roger Perfit, où je n'ai rien. Enfin, j'ai rien acheté parce que j'avais pas les moyens. J'étais un jeune, je sais plus si j'étais encore étudiant ou je commençais à travailler, mais les prix étaient tellement énormes. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, tous ces livres-là qui étaient exceptionnellement rares, on les trouve avec 2 clics. J'ai une question aussi par rapport au fait que là, vous étiez un jeune homme, ensuite vous avez été un jeune papa. Et oui. Comment on vit une collection comme ça, avec des enfants, familiale? Alors, c'est une bonne question. On vit dans 2 appartements séparés. C'est vrai? Donc, j'ai bien répondu. Oui, mais et donc avec vos enfants, comment est-ce qu'ils étaient curieux? Parce que vous parlez d'interdit pour vous, mais pour eux, ça devait être aussi excitant, cette histoire. Non, c'était pas excitant. Je pense que j'ai traumatisé mes 2 dernières filles quand elles venaient me voir chez moi. Parce que dans le même immeuble, j'avais 2 appartements, un pour la mère des 2 dernières, puisque la première venait d'un autre lit.
Et moi, j'habitais à un autre étage, et quand elles venaient chez moi, je sentais un malaise, donc je les invitais très très peu à la maison. J'allais en bas. Je vivais avec elles, mais en bas. Elles ne venaient pas chez moi souvent. Il y avait un malaise. De leur part, je pense que je les ai traumatisées à vie. C'est pas drôle. Vous en avez discuté avec elles? Oui. Un peu. Mais elles sont très... Elles me prennent... Je crois qu'elles aiment bien leur père, mais elles se rendent compte qu'il les a pas arrangées. Ça prenait beaucoup de temps dans votre vie? Ouais. Il m'est arrivé quand la mère de mes enfants me disait va les emmener au bois, de les laisser faire du vélo, de leur dire je reviens dans une heure et d'aller sur une brocante. Je ne me rendais pas compte de ce que la folie que c'était, mais je l'ai fait ça. Mais ça ne vous a pas empêché de travailler? Je n'avais pas le choix, le matin à 8h jusqu'à 9h du soir, 7h, 8h du soir. Non, bien sûr, si j'avais eu des loisirs, j'aurais pu faire une beaucoup plus grande collection. Il fallait aussi avoir les moyens. Tout ça, c'est joli d'avoir une collection. Il y a par exemple aujourd'hui un Turc, dont on peut dire le nom, il s'appelle M. Koch, qui a des moyens infinis et qui s'est mis en tête d'avoir la plus grande collection de livres érotiques au monde. Il achète ce qu'il veut, il n'a pas de limite. En vente, quand il y a des bonnes choses, il y a eu une vente il y a 3 semaines, il a acheté tout ce qu'il y avait de bien. Il a un émissaire, il a des émissaires dans tous les pays, je pense. Et donc l'émissaire en France, on sait que s'il y a un truc qui est bien, c'est lui qui va l'avoir. Mais de ce que je comprends, j'avais évidemment envie d'acquérir, mais le fait que vous cherchiez... J'ai plus envie, non, j'ai plus... Parce que je dis, la frustration l'emporte. Oui, mais la frustration par rapport au coût. Aujourd'hui, vous achetez plus n'importe quoi quand même. Vous achetez encore n'importe quoi. Je veux dire, depuis le Covid, je vais plus à vendre. Et ça m'a sauvé de ne plus acheter n'importe quoi. Parce que Dieu sait, si avant j'ai fait des bêtes trouvailles, j'ai trouvé des choses invraisemblables. Mais qu'est-ce que j'ai acheté comme cochonnerie à vendre? Porte de vente. Ah oui, je connais très bien le marché. C'est très dangereux pour un collectionneur avide. Il faut être très très fort pour résister à toutes les choses moyennes. Et puis, c'est de se dire, il ne l'a pas encore vu, donc je vais l'acheter pour pas qu'il l'ait. Parce qu'on est plusieurs à chiner. Mais aussi arriver de trouver à 12h30 des trucs extraordinaires que personne... Un jour, c'était drôle. Je vois un petit meuble de rien qui doit être ici quelque part. Je pensais qu'il serait bien dans la maison, mais je voulais que ma femme soit d'accord. Donc j'ai dit au marchand, je vais faire une photo et je reviendrai demain. Je montre la photo à ma femme, elle me dit oui, c'est bien. Alors j'y retourne le lendemain, c'est donc le samedi la première fois. Et le dimanche, j'y retourne pour acheter le meuble. Et en me retournant, je vois 2 magnifiques gravures de Félicien Rops, vous savez peut-être qui c'est, qui étaient là par terre. Et j'arrête une seconde de m'occuper de la table et je dis au gars qui a les gravures, oh là, c'est bien ça. Il ne savait pas ce que c'était d'ailleurs. Je lui dis, mais vous venez de les sortir là? Il dit, oh non, ça fait 3 marchés qu'elles sont là, personne n'en veut. Donc ça veut dire que selon l'endroit où elles sont placées, et là tout de suite je les ai achetées, et puis après j'ai acheté la table, mais j'ai commencé par sauter sur les 2 gravures d'or, parce qu'elles étaient d'une qualité exceptionnelle. Une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'érotisme et la collection, toujours pour parler de vendre, on était en train de refaire une maison dans le Midi, ma femme et moi, et il fallait trouver un manteau de cheminée. Tout d'un coup, je vois, avant, on va appuyer contre un arbre, un manteau de cheminée en bois sculpté, fin 18e, ou tout au moins style fin 18e, parce que je n'ai jamais su s'il était authentique ou pas. Alors, comme je ne veux pas prendre le risque d'acheter un truc qui ne lui plaise pas, j'ai fait une photo, et je dis, oui, le truc était appuyé contre un arbre avec des fringues par-dessus, enfin les gens ne le voyaient pas. Il était 11h du matin. Donc je lui demande de le sortir, je fais la photo, et j'attends de la joindre au téléphone pour dire est-ce que ça t'intéresse. Et le marchand me dit, bon, vous décidez, parce qu'il y a 3 personnes qui en veulent. Simplement le fait de l'avoir mis devant, et ça c'est le plaisir du chineur, qui a vu la chose que personne ne sait déceler. C'est pas par collection, mais c'est la Chine dans sa beauté. Et j'ai donc acheté la cheminée qui est parfaite, mais du moment que je l'avais sortie de là où elle était pour la mettre au premier plan, tous les gens qui passaient la voulaient. Et ça veut dire aussi qu'à 11h du matin, on peut encore trouver des choses à vendre. Oui, parce que ça commence bien plus tôt. Ça commence à 6-7 heures, oui, maintenant c'est 7 heures le déballage.
Donc vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais revendu. Très peu. Ouais, très peu. Parce que toutes ces cochonneries dont vous parlez, vous pourriez les vendre massivement pour acheter ensuite des pièces qui soient plus... Oui, en fait, si j'en vends quand même quelquefois, je ne les vends pas sous mon nom, je les vends anonymement. Moi, je voudrais pouvoir faire un jour une très belle vente en disant, voilà ce que je propose, j'ai collectionné ça. Mais plutôt que d'une vente publique, je préférais vraiment trouver une institution. Alors, j'espère que les auditeurs que vous avez là diront, ah, mais ça pourrait intéresser l'université de Pennsylvanie, parce que c'est pas en France qu'on va trouver une institution pour acheter du cul, ça c'est sûr. Et est-ce que dans votre collection, le fait que vous ayez développé une forme d'érudition est important aussi? Oui. Oui, le fait de savoir, c'est un avantage énorme. Je vois une pièce, je sais de qui elle est. Il y a 40 personnes. Ouais. Là, je n'ai pas acheté celle dont je vais vous parler, mais une chose extraordinaire. Nelly Kaplan, vous voyez qui c'est? Nelly Kaplan étant décédée. D'ailleurs, parenthèse, il y avait un film qui a été fait, il y avait une série à la télévision qui montrait les enquêtes faites par les généalogistes pour retrouver les familles des gens décédés qui n'avaient pas fait un testament précis. Nelly Kaplan était décédée sans avoir pris de précautions particulières. Donc, le notaire chargé de la succession, et ça a été filmé, toute l'histoire est filmée, contacte un généalogiste qui commence à chercher chez Nelly Kaplan des descendants. Il trouve une descendante en Amérique et une autre en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il va les voir, il finit par les contacter, il va les voir, il obtient leur autorisation pour qu'on ouvre l'appartement, parce que l'appartement était resté sous scellé après la mort de Nelly Kaplan. On ouvre l'appartement, on trouve des trésors. Elle avait fait un jeu de pistes pour retrouver les clés des coffres. Il y avait 4 coffres, 3 coffres. Et les clés étaient cachées. Et il y avait des instructions pour retrouver les clés. Je ne rentre pas dans le détail, le film est passionnant. Et donc il y a eu des ventes aux enchères faites par une très mauvaise charge. Donc ça fait étude de commissaire-priseur. Et j'avais suivi l'une et l'autre, et puis je n'étais pas allé aux expos parce que j'étais déjà dans la phase dont je n'achète plus, mais il y avait quand même une chose ou deux d'artistes que moi je connaissais qui étaient intéressantes. Et donc je passe des ordres, j'aime mes trucs, et quand je vais les chercher, j'y arrive, je vais les chercher chez le commissaire-priseur, et je vois un petit dessin que je reconnais tout de suite, qui a été adjugé autour de 1100 €. Je dis, ah, c'est joli ça, moi je savais de qui il s'agissait. Et le commissaire me dit, on ne comprend pas, c'était estimé 20 à 50 €, c'est monté à 1100 €. J'ai dit, oui, c'était un Fernand Knuff, évidemment. Alors, c'est pas dans l'érotique, mais bien entendu que ça sert de savoir. C'est vrai que si je l'avais vu, là, remarquez, je ne l'aurais pas acheté parce que ça ne rentre pas dans la collection. Mais c'est pas croyable. Alors, il a quand même fait son prix, comme on le dit, puisque il était estimé 50 à 100 € et il a fait 1100 €. Des aventures comme ça, il en arrive tous les jours. Et vous avez beaucoup investigué, lu, ou c'est vraiment Parce qu'il y a des collectionneurs qui vraiment ont une partie de leur temps qui est dédiée à chercher à lire des livres. Enfin, non, moi pas. Si, sur Rops. Je connais Rops à peu près par cœur. Je connais le nom de toutes les gravures. Il y a 1200 gravures de Rops. Je connais à peu près le nom de toutes les gravures de Rops. Une belle jambe. Je vais vous poser une question à laquelle vous répondez ou pas, mais quand on a une collection sur le thème de l'acte amoureux, quand on est un jeune homme et qu'on a une petite copine, on en fait quoi? On lui dit comment? On y va comment? Je voulais expliquer. La première, la base de ma collection, je l'ai faite quand j'étais avec cette première petite copine. On pratiquait en lisant, c'était extraordinaire. Vous en avez eu d'autres? J'en ai eu d'autres, alors il y en a que ça n'intéresse pas, puis les autres, elles me disaient, écoute, où tu fais tes fiches, où tu viens au lit, mais là, je ne vais pas t'attendre. Puis j'ai été marié plusieurs fois, et donc bon, ça va, ça n'a pas dérangé ma vie amoureuse. Et est-ce qu'il y a eu des moments où vous collectionnez à deux? Oui, j'ai découvert vendre avec ma première femme, que je transportais en fauteuil roulant quand elle était enceinte. Et la deuxième, elle ne se lève pas le matin, donc elle m'a jamais soutenu. Mais c'est elle qui me dit Museum Quality Only. Bon, alors avec ça, débrouille-toi.
Donc pas une chose partagée. Parce qu'en fait, il y a des collections. Si, au début, par exemple, il y a eu un objet fabuleux que j'ai acheté lors d'un déballage à l'époque. Si, au tout début, quand je l'ai connu, c'était il y a 40 ans. Je l'emmenais à 6 heures du matin au déballage des grandes foires de ferraille autour de Paris. Je me souviens, un jour, il y a eu cette chose extraordinaire. Je vois de loin, j'étais d'ici à la pendule, je sais pas, j'étais donc à 10 mètres, 8 mètres, 10 mètres d'une table sur laquelle il y avait un tableau que je vois de loin. Je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'il est bien, il est pour moi. Et elle était de l'autre côté du stand. Et je lui crie en anglais, puisqu'elle parle anglais, je lui dis, vas-y, attrape-le. Parce que c'est le premier qui le prend en main qu'il a. Et elle se précipite sur la table, et elle voit qu'il y a un autre bonhomme qui se précipite aussi dessus. Donc elle s'accroupit et par en dessous, elle le prend. Et le type, mais ça a été à 1 seconde. Et je l'ai vu, j'ai acheté. Et c'était une belle pièce. Oh, magnifique. Vous pouvez nous la décrire? Ça représente une femme debout qui se fait faire une minette par une femme accroupie devant elle. Et elles sont habillées fin 19e. Elles sont très habillées. Et la scène est extraordinaire. C'est une peinture ou c'est une peinture? Une peinture. Ouais. Ça, c'était une grande trouvaille. Mais dans ces foires, quand c'était les grands déballages, je me souviens qu'il y avait tellement de choses que j'achetais pas tout de suite ce que je voyais. Je faisais un tour d'abord en me disant, bon, ça, peut-être que je vais le prendre, mais comme j'avais un global limité, je pouvais pas tout acheter. Mais je me souviens que c'est dans les foires de ferraille que j'ai acheté la plupart de mes boîtes 18e à double couvercle, parce qu'on en trouvait encore. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, c'est bien. Et vous parlez beaucoup de Chine. Vous avez même commencé l'entretien comme ça. Vous avez plus d'excitation à la Chine ou aux ventes? Parce que les ventes aussi, c'est quand même... À la Chine, les ventes, c'est la frustration, c'est insupportable. Les ventes, ou c'est trop cher, et vous l'avez, mais vous l'avez payé trop cher, ou vous ne l'avez pas, et vous êtes encore plus frustré. Oh non, les ventes, c'est atroce. Je déteste ça. Ah oui. À la Chine, on négocie à la baisse. À la vente, il faut négocier à la hausse. C'est antinomique. Ça n'empêche pas de faire les deux. Mais le plaisir de la Chine n'a rien à voir avec la vente. Et puis, à la Chine, vous n'êtes pas frustré, puisque si l'objet a été acheté par quelqu'un d'autre avant, vous ne le savez pas, quelqu'un est parti avec. Et... Donc, tout ce que vous trouvez à la Chine, c'est pour vous, si ça vous plaît et si vous avez les moyens. Si c'est vraiment beaucoup trop cher, ben tant pis. Tandis que le Dali dont je vous parlais, ben, j'ai été malheureux comme les pierres de ne pas l'avoir eu. Il y a eu d'autres objets, je ne sais plus quels qui m'ont... Et le pire, c'est ce que me dit ma femme, maintenant ça va, je suis guéri, mais il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, je ne dormais pas pendant 3 jours avant une vente aux enchères. C'était atroce. Vous repassiez tout ce que vous voulez, non, vous mettiez des seuils, Non, c'était l'angoisse, c'est pas sur... Non, je savais ce que je voulais. Il y a toujours un con qui va l'acheter contre moi. Parce que dans certains domaines, il y a toujours un mec qui a plus d'argent que vous. Moi, si vous voulez, mon champ d'investigation est trop large pour que je me concentre sur une seule pièce. Dans une collection, il y a des sous-collections. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des... Non, mais attendez, c'est pas... Si j'ai des milliers de pièces, c'est bien. Parce que j'en ai vraiment des milliers. Donc, Alors, j'ai une question qui est si vous faisiez votre collection, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pingouins, qui est mon animal préféré, donc ça m'a parlé. Le pingouin, c'est quelque chose que vous avez collectionné aussi? Mais avant de collectionner les pingouins, j'ai collectionné les cendriers à réclame. Ça, je les volais avec mon frère. Lui était beaucoup plus fort que moi, je n'osais pas. Lui, il n'avait aucun scrupule. Il allait dans un endroit, il mettait son tricot dessus, il partait avec le tricot. Alors j'ai eu jusqu'à 300, 400 cendriers publicitaires. Qu'un jour, ma mère en a eu marre, elle était dans un placard, j'avais quitté le nid depuis longtemps, et ma mère les a virés. De même qu'elle a viré le plus bel objet surréaliste qui ait jamais existé, que j'avais fabriqué, sans savoir ce qu'était le surréalisme. C'était quoi? C'était un visage formé dans un globe avec juste un socle, sur lequel j'avais collé des yeux. J'avais fabriqué un visage avec des objets courants, comme le font les colleurs surréalistes. C'était magnifique. Et encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'étais doué. Et elle l'achetait, on compte. Vous étiez d'une famille de collectionneurs? Pas vraiment. C'est-à-dire que comme je sors d'une famille de bourgeois, les bourgeois se doivent d'avoir des tableaux. Mais mon père, il n'a jamais rien compris.
Une collection, en plus, c'est pas des tableaux qu'on a comme ça pour décorer. Le Tate, dans son bouquin, est très agressif sur ce qu'il oppose à la collection, qui est la décoration. Mais chez mes parents, c'était de la décoration. Quand même, j'aimerais bien savoir la pièce à laquelle vous tenez le plus. S'il n'y en avait qu'une seule, si vous deviez tout vendre à une institution, mais que vous puissiez en garder une, ce serait laquelle? Je ne sais pas vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je me dis que plus rien n'a d'importance. Donc, si je peux tout vendre ou tout apporter, moyennant je ne sais pas quoi, une institution, y compris les plus belles pièces, j'ai pas de... J'ai eu à me séparer de tableaux absolument sublimes pour avoir des fonds dont j'avais besoin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'après tout, c'est rien. Ça. Bon, ils partent, ils sont plus là, ils existent ailleurs. 20 ans plus tôt, j'aurais pas pu supporter l'idée. Puis, voyant ma fin prochaine arriver un jour, quand même, je me dis que ça parte maintenant ou après la mort, ce sera la même chose. Vous êtes quand même un peu paradoxal, parce qu'en même temps, vous avez toujours envie d'acquérir des choses, et puis en même temps, vous me dites finalement ça n'a plus d'importance. Donc, oui, c'est difficile, oui. On est paradoxal. Vous avez défini plus tôt dans notre entretien que c'est ça qui fait vivre. Les collectionneurs meurent vieux, enfin, ça les fait survivre, parce qu'ils ont toujours cette passion qui les anime. Ah, une chose importante, psychanalyse. Comment j'ai commencé à collectionner et j'ai été frustré. Juste après la guerre, je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans. J'ai trouvé chez mes parents une boîte en fer, genre boîte de galettes de papa de Pontoine, là, comment ça s'appelle, les trucs roulés. Gavottes? Oui, les gavottes, c'est des quoi? Les gavottes, c'est la marque. Crêpe dentelle. Crêpe dentelle, voilà. Une boîte de crêpe dentelle en métal, donc c'est formidable quand ça date des années 40, remplie de pièces démonétisées. Pour moi, c'était un trésor. Et mon père me l'a reprise en disant non, il faut que je le rapporte à l'État parce qu'ils ont besoin du métal. À l'époque, on manquait de tout en France, et donc il y avait eu un appel en disant à tous les gens allez donner vos pièces démonétisées pour l'effort de reconstruction de la France. Et mon père m'a piqué cette boîte pour la donner à la France. J'en ai voulu pendant 50 ans. Ah non, c'est faux. Je crois que ça a été ma première frustration de collectionneur, parce que ça a été ma première collection. Et je l'avais pas faite, j'avais trouvé d'un coup. Donc il n'y avait aucun mérite. Et c'est vrai que je m'en suis remis en même temps, puisque c'est pas moi qui l'avais fabriqué pièce par pièce. Mais qui m'ait piqué ça, alors que c'était un de mes trésors, un petit garçon qui avait 5 ans, 6 ans. C'était dur, ça. Et est-ce que vous aimez les échanges entre collectionneurs? Parce qu'il y a des collectionneurs qui aiment beaucoup, puis des collectionneurs qui n'en sont pas friands. C'est difficile, parce qu'il y en a toujours un qui est baisé. Enfin, dans mon cas, c'est bien dit. Mais c'est rare qu'un échange soit équitable. C'est drôle, parce que c'est très amusant ce que vous me posez comme question, parce que j'ai eu l'occasion d'y penser ce matin, tout à fait sur autre chose. Il y a un collectionneur de Curiosa qui est un type peu sympathique, que la plupart de mes camarades collectionneurs de ces choses-là n'aiment pas. Je ne vais pas dire son nom, parce qu'il se reconnaîtra suffisamment, encore que non, parce qu'il est étranger, qui est allé voir un collectionneur allemand, que nous connaissons aussi tous très bien, qui était collectionneur et courtier, et qui, sentant sa mort prochaine, et lui, il va vraiment passer bientôt l'arme à gauche, a décidé de tout vendre. Et donc, ce collectionneur rusé est allé voir ce monsieur pour lui acheter la crème de sa collection. Et pour ne pas tout payer en cash, il lui a donné quelques œuvres qui, en principe, valent très cher parce qu'elles sont très rares. Et donc, ce collectionneur âgé, allemand, a mis en vente le solde de ce qu'il avait chez lui et qu'il n'avait pas échangé avec ce monsieur désagréable. Et dans la vente qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, on a retrouvé, bien entendu, les œuvres que le méchant lui avait données en échange et qui, bien entendu, n'ont pas été vendues parce qu'elles étaient trop chères. Parce que le vieux monsieur, il s'est fait gruger en acceptant comme monnaie d'échange des choses qui avaient été évaluées par le co-échangiste beaucoup trop élevées. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
Donc l'échange, c'est pas forcément une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est que les choses aient un prix. Si on arrive à dire on est d'accord sur le prix et on dit c'est équivalent, donc on fait. Mais là, je vois que oui, c'est vrai qu'en y pensant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de collections qui partent entre les mains d'un autre collectionneur qui est arrivé à séduire le premier, qui l'a coaxé, comme on dit, qui l'a caressé dans le bon sens du poil, et qui a fini par le convaincre de lui abandonner, moyennant une rétribution, certes, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que vaut le détail. Il y a un exemple comme ça, il y avait un Allemand qui s'appelait Leonhardt, dont j'ai jamais rencontré. Leonhardt, j'ai entendu parler de lui quand j'avais 18-20 ans. Et M. Leonhardt avait une collection extraordinaire. Et sur la fin de sa vie, il y a un type que je connais aussi très bien, qui est allé le voir un jour et qui lui a acheté, en principe contre de l'argent, l'essentiel de sa collection. Et quand un vieux monsieur vend sa collection à un jeune type, un jeune ou moins vieux, il se fait avoir. Parce qu'il en a marre, il vend tout en vrac. Et nous, on est tous entiers. Mais il a vendu ça à ce prix-là, c'est pas cher. Voilà. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et si, mais au-delà de la transaction, est-ce que le fait d'être entre pairs, de gens qui ont une érudition en partage, est-ce que ça vous émiez ces discussions-là ? Oui. J'ai 2-3 amis avec lesquels j'échange énormément. J'ai un ami galeriste que j'appelle mon conseiller artistique. Alors, je raconte les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré, c'est très drôle. C'était dans une rue où il n'y a que des galeries à Paris. Je vais à un vernissage et je vois un petit tableau que j'adore et je dis à la marchande « Ah ben tiens, je vais t'acheter ça. » On est d'accord sur... Enfin, elle me dit le prix. Ou elle ne me dit pas le prix, il est affiché. Je sais qu'elle me fera 10%. Et puis voilà, et donc, tiens, je vais prendre celui-là. Et là, je peux pas, je viens de le vendre. Mais qui est le con qui a acheté ça? Elle me dit « Il est derrière toi. » Alors je me retourne et je vois un gars que je connaissais pas. On est devenus les meilleurs amis du monde. Et le soir même, il m'emmène chez lui, je restais jusqu'à 2-3 heures du matin, le soir même, pour me montrer ce qu'il avait, lui et sa femme, qui leur venait aussi de leur famille, et une artiste que j'adore, etc. Donc tout de suite, on avait les mêmes centres d'intérêt. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment très important. Et vous avez chiné ou cherché dans tous les pays du monde? C'est-à-dire que, est-ce que toute balade est l'occasion À l'époque, oui. Aux États-Unis, j'ai trouvé des choses. En Asie, beaucoup. J'ai fait le tour de l'Asie quand j'avais 20 ans. Oui, j'ai rapporté des valises entières. Je suis allé aux États-Unis, à la vente Kranhausen. Je ne sais pas si ça vous dit rien, mais donc c'était les Kranhausen, c'était un couple de psychanalystes, de psychiatres, qui avait créé une collection érotique, qui avait ouvert un musée. Vous en avez peut-être entendu parler. Ils avaient ouvert un musée à Amsterdam, et l'entrée du musée, c'était une nana de Niki de Saint-Phal rentrée par le vagin. Ils avaient un musée, puis ils ont fait faillite. Et ils ont vendu une partie à Paris, ils ont vendu une partie à New York, chez Philips. Et je suis allé à New York exprès pour ça. Et comme un con, j'ai pas acheté le meilleur lot de la vente, qui était un sublime dessin d'André Masson. Je me suis arrêté, j'étais le sous-enchérisseur et je m'en veux encore. Il représentait quoi ce dessin d'André Masson? Rien, c'était juste un corps de femme avec la vulve esquissée. Mais c'est juste un mouvement, c'est splendide. Un grand dessin. À l'époque, encore une fois, comme un crétin, pour vraiment je me dépasse, il fallait qu'il y ait de l'action. Là, c'était juste un nu. Je me suis rattrapé. Depuis, j'en ai acheté plein des André Masson. Mais celui-là, je ne l'ai pas eu. Et ça, c'est encore un regret. Et à propos d'André Masson, il faut aller voir l'expo qui a lieu en ce moment à Metz. C'est fabuleux. J'ai très envie. C'est fabuleux. Très envie. Vraiment, il faut y aller. Ouais. Et si vous aviez un conseil à donner à un collectionneur, ça serait quoi? Faites autre chose. Ah non, c'est vrai. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah si, faites autre chose. Mais pourquoi? Parce que... Parce que ça prend la vie, ça prend la tête, ça prend... C'est une maladie. Vous savez, c'est une maladie. Non, c'est une maladie, ça. Voilà, on peut rester là-dessus. Oui, on va rester là-dessus. Mais je vous remercie beaucoup. Si vous avez apprécié ce podcast,
bien sûr, vous pouvez le liker, le commenter et encore mieux, le partager. On se retrouve vite pour le 3e opus avec un capéophile. À bientôt. Vous êtes un collectionneur.